Ovide Publius Ovidius Naso a connu une épreuve à 50 ans passés. Il faut savoir qu'il est né en 43 avant Jésus-Christ, donc au début de l'époque triumvirale. Et à 50 ans passés, il est un poète reconnu de la Rome augustéenne, auteur de 6 recueils d'élégies, d'une tragédie, Médée, dont on a que des fragments, et d'une épopée particulière, mais épopée néanmoins, les Métamorphoses. Et c'est à 50 ans passés, un âge qui nous achemine vers la vieillesse à l'époque romaine, qu'il est frappé en 8 après Jésus-Christ d'une sentence de relégation prononcée par l'empereur Auguste à son encontre. La cause officielle, j'en resterai à la cause officielle pour ne pas aller vers des débats nombreux, de cette relégation serait l'immoralité de son art d'aimer, recueil qui circulait à Rome pourtant depuis presque 10 ans. Le poète est donc assigné à résidence, sans perte de ses biens ni de ses droits de citoyen, à Thôme, qui correspond à l'actuelle Constanța en Roumanie, sur les bords de la mer Noire, d'où le titre de pontique qu'il a donné à l'un de ses recueils. Le but qui l'anime, c'est d'obtenir de rentrer à Rome pour mettre fin au déchirement de l'exil. Et ce but est exprimé dans les 2 recueils de Tristes, qui sont des élégies épistolaires, écrites de décembre 8 au printemps 12 après Jésus-Christ, puis dans les pontiques, qu'il adresse davantage à des connaissances anonymes. Ovide se voit donc et fait l'expérience du vieillissement loin de Rome et l'expérience d'une mort qui semble être le destin qui l'attend dans un pays hostile et barbare, où le temps qui passe avive sa souffrance, efface ses repères, aliène sa personnalité. Celui qui se présente dans une de ses tristes comme le 4e poète dans la lignée des poètes élégiaques latins, après Cornelius Gallus, après Tibulle et Propers, doit affronter une situation entièrement inédite. Il est le seul à avoir connu l'épreuve de l'exil. C'est pourtant cette épreuve et le vieillissement qui, paradoxalement, va nourrir sa poésie et le conduire à expérimenter une nouvelle forme d'élégie. C'est ce que je vais essayer de montrer, comment le thème du vieillissement, expérience vécue, va modifier le rapport à l'écriture. Le premier temps de ma communication, je l'ai intitulé « Le personnage de l'exilé et la métamorphose du vieillissement ». Le poète des Tristes se peint au moment où le frappe la sentence d'Auguste comme parvenu au terme d'une évolution, après une vie bien remplie. Et c'est pourquoi j'ai mis en exergue cette petite phrase de Chateaubriand, sachant qu'on allait parler de Chateaubriand, que j'ai emprunté à l'itinéraire de Paris à Jérusalem. Je veux encore suivre le culte des 9 sœurs pendant quelques années, après quoi j'abandonnerai leurs autels. La couronne de rose d'Anacréon ne me tente point, la plus belle couronne d'un vieillard, ce sont ses cheveux blancs et les souvenirs d'une vie honorable. C'est ce qu'aurait pu écrire et ce qu'a pu penser Ovide. Après d'illustres, l'événement imprévu de cette sentence va déchirer en 2 son existence, bornant sa jeunesse et marquant le début de sa vieillesse. C'est ce qui est dit dans le premier texte de l'exemplier. De même la vieillesse, ayant ralenti et diminué mes forces, il était temps pour moi de prendre ma retraite. C'est donc un sénex, le mot figure dans le recueil des Tristes et des Pontiques, que l'on découvre à la lecture de ces élégies. Un homme vieux qui, pour dire sa destinée, s'assimile aussi au vieux Priam, pleurante au pied d'Achille. Je n'ai pas reproduit le texte, c'est juste une référence dans la triste une du livre saint.
Éphémérides de l'exil, les poèmes des Tristes et des Pontiques sont marqués par le décompte inexorable du temps qui passe. Depuis la nuit du départ, où le désespoir de sa femme et la tristesse des deux seuls amis qui lui sont restés fidèles avivent la douleur du poète, jusqu'au 6e hiver qu'il subit à Tome et qu'il évoque dans les Pontiques comme le double supplice de 2 fois 3 ans. Arrivé dans ce pays barbare qui le choque et auquel il ne parvient pas à s'habituer, lui qui vient de la Rome de marbre d'Auguste, Ovide se met à languir, victime du temps qui se traîne avec lenteur et brise son espoir dans de longs jours de malheur. Les notations temporelles qui scandent l'œuvre et donnent à mesurer l'action corrosive du temps qui détruit tout, tempus edax, expression que l'on trouve dans une boutique, tombe comme autant d'arrêts de mort. Chaque jour qui passe accroît l'intensité des malheurs. L'épreuve de l'exil est d'autant plus pénible qu'Ovide, déjà âgé au moment de son exil, se voit vieillir de plus en plus et fait du poème 8 du livre 4 des Tristes un speculum senectutis, c'est l'extrait de l'exemple. Déjà mes tempes imitent le plumage du cygne, et la vieillesse chenue teint mes cheveux noirs. Déjà s'avancent les années chancelantes et l'âge de la faiblesse. Déjà, je me sens faible et peine à me soutenir. La puissance insidieuse de la vieillesse, capable de rendre blancs les cheveux noirs, comme le souligne le placement côte à côte dans le vers 2 des deux épithètes nigras alba, à la façon d'un oxymore, et le pouvoir du temps qui peut affaiblir et faire chanceler l'homme vigoureux, s'unissent dans cet autoportrait saisissant. La déchéance physique du poète, qui se sent approcher inexorablement de sa mort, est scandée par l'anaphore de l'adverbe yam en tête des 3 vers de cet extrait. Spectateur de sa métamorphose physique, Ovide en observe cliniquement les symptômes physiques dans la Pontique 10 du livre 1, c'est le texte 3. Une sève appauvrie circule dans mon corps décharnant, et mes membres sont plus décolorés que la cire ou. Ovide prend conscience que ces vers de l'exil, nés de sa douleur, sont pour lui le chant du cygne. Tel est le sens de la comparaison dans le texte 2 avec la blancheur du cygne de son plumage. Vieilli avant le temps, il subit des ravages, c'est le texte 4, dont il porte l'empreinte profonde, et il rend compte d'un processus de vieillissement accéléré par le désespoir. Voici le déclin de ma vie, où je me couvre de cheveux blancs et où mon visage est labouré de rides de vieillesse. Voici que mes forces et mon énergie diminuent dans mon corps brisé, et que les badinages prisés dans ma jeunesse ne me disent plus rien. Si tu me voyais tout à coup, tu ne pourrais me reconnaître, si grand est le désastre qui s'est produit dans ma vie. Je reconnais là l'effet des ans, mais il y a aussi une autre cause, l'angoisse de mon cœur et une souffrance constante, au point que si l'on divise mes mots en autant d'années, je serai plus âgé, crois-moi, que Nestor de Pylos. Cette lettre est adressée à son épouse et offre à celle-ci la perspective d'un époux méconnaissable. Ovide fait ainsi une expérience personnelle qui lui fait retrouver le mythe et la figure de la Pénélope vieillie à force d'attendre le retour d'Ulysse qu'il avait évoqué en conclusion de sa première héroïde de la lettre de Pénélope à Ulysse. L'élégie érotique et l'étrangeté de la vieillesse, altérité et auctorialité poétique.
Quoique la venue de la vieillesse ait des répercussions sur sa constitution, les circonstances imposent au poète une évolution contradictoire par rapport à son expérience poétique passée, toute marquée par la tradition de l'élégie érotique, depuis les amours jusqu'aux métamorphoses à l'intérieur de cette époque. Pourquoi est-ce que je dis contradictoire? Parce que les héros narrateurs des élégies de Catulle, de Properce et de Tibulle apparaissent à la frontière de l'enfance et de la jeunesse. Le poétat des élégies d'exil, Nason, se situe à une frontière inédite entre la jeunesse et la vieillesse, inédite pour l'élégie. En faisant ainsi coïncider la rupture imposée par ce qu'il appelle son erreur et le châtiment décidé par Auguste, avec cet instant de transition entre jeunesse et vieillesse, Ovide fait l'expérience d'une altérité poétique en contradiction absolue avec l'éthos élégiaque. Il déplace l'âge marqueur de la poésie élégiaque du début à la toute fin de l'existence. Et ce déplacement n'est pas sans effet, c'est ce que je vais montrer, sur l'octorialité poétique des Christ et des pontifes. Pour le comprendre, il faut se rappeler que la persona du vieillard ou de la vieille femme est une identité étrangère à l'élégie érotique romaine, comme au genre dont l'élégie dérive en partie, à savoir la comédie. Dans la comédie, bien souvent, on tente de faire oublier que les vieillards grotesques aient pu être jeunes un jour. L'élégie romaine exclut les vieillards de son univers, ou, lorsqu'elle leur donne une place, c'est pour les transformer en épouvantails. Le poète amant donne en effet à ces demandes d'amour un caractère d'urgence, en soulignant à quel point la jeunesse et la beauté sont choses fragiles et fugitives. Et il utilise le portrait de la vieillesse comme un repoussoir pour attirer l'attention de la poéna sur la loi inexorable du vieillissement. J'en ai rappelé un exemple, c'est le texte 5 emprunté au recueil des Tibulle. La jeunesse passera, et avec quelle rapidité. Un jour ne demeure point là paresseusement, et ne revient pas. Avec quelle rapidité la terre perd ses brillantes couleurs, avec quelle rapidité le haut peuplier son beau feuillage. Qu'il est affaissé quand est venue l'époque fatale de la vieillesse, sans force, le cheval sortit autrefois des barrières éléennes. La vieillesse est la loi commune, et elle est aussi annonce de la mort. Enfin, dans les élégies, quand ils ne sont pas décrits comme des amoureux, incapables d'aimer, les vieillards sont dépeints aussi comme des censeurs moraux qui empêchent les jeunes gens de vivre selon leur bon plaisir. Pourtant, les poètes élégiaques savaient qu'un jour ils deviendraient vieux. Ils envisageaient ce destin comme le terme jusqu'auquel repoussait l'accomplissement de leur devoir civique. La vieillesse, dans ce discours extrêmement codifié qu'est l'élégie, discours où éthique, politique et poétique sont étroitement liés, était appréhendée par les poètes comme le moment où reporter la conversion de leur inspiration à une tonalité plus élevée, convertir la levitas élégiaque à la gravitas de l'épopée. Et c'est le texte 6 emprunté à une des élégies de Properce. Que la jeunesse chante les amours et la fin de la vie les mélie. Je chanterai la guerre après avoir écrit sur mon aile. L'âge venant, un poète élégiaque peut envisager de se consacrer à une grande œuvre dont le style
de l'épopée virgilienne. Dans le texte 7, toujours emprunté à Properce, le poète envisage de se consacrer dans sa vieillesse à un autre type de poésie, la poésie didactique, dans la lignée du De Rerum Natura de Lucrèce, décrivant l'univers. Et quand l'âge pesant aura désormais interrompu les plaisirs de Vénus, et que la vieillesse aura parsemé de blanc mes cheveux noirs, qu'il me plaise alors d'apprendre à fond les lois de la nature. Cette opposition qui eut ces deux extrêmes, des genres poétiques qui se doublent d'une opposition entre les âges de la vie, pour prendre la forme d'une récusatio de l'épopée par les poètes élégiaques, est directement héritée du motif mis en œuvre par Callimaque, poète alexandrin, dans le prologue bien connu pour les classiques, le texte 8, qu'on appelle l'invective otelkine, prologue d'un de ses poèmes, les Aetia, description des origines. Il ne cesse de bourdonner contre moi les telkines, qu'aucun qui ignore la muse, et ne sont point nés ses amis. Car je n'ai pas composé un long poème suivi, célébrant les rois, en 1000 et 1000 vers, ou les héros. Je développe mon sujet par petits bouts, comme un enfant, bien que mes années se comptent par de nombreux lustres. Le poète alexandrin, dans ce fragment, définit sa poétique sous la fiction d'une réponse aux critiques que les telkines lui auraient adressées, en le comparant, en dépit de son grand âge, à un enfant qui déroule sa parole par petits bouts, au lieu de composer un poème suivi sur les rois et les héros. Cette image de l'enfance, dans un prologue structuré autour de l'opposition de la jeunesse et de la vieillesse, est au cœur du programme poétique callimacéen qu'ont repris les poètes élégiaques augustins. Il y a pourtant une exception notable à ce traitement négatif de la vieillesse dans l'élégie. C'est le personnage de Lincée dans l'élégie 234 de Properce, c'est le texte 9. Le poète, jaloux, reproche à Lincée d'être tombé amoureux de sa Cynthie et de la lui avoir volée. Mais il se réjouit, quelques vers plus loin, que Lincée ait succombé tardivement à l'amour, après une vie vouée à la philosophie et à la poésie scientifique. Mon ami Lincée lui-même est fou de tardives amours. Je me réjouis que tu viennes tardivement vers nos dieux. À quoi te servira maintenant la sagesse des livres socratiques ou de pouvoir dire les chemins de la nature? À quoi te servent les chants de la lyre d'Aratos? Votre vieillard n'est pas utile dans un grand amour. Toi, imite plutôt dans ton chant Philétas qui se souvient des muses et les songes d'un Callimaque sans enflure. On comprend clairement, en lisant cet extrait et l'ensemble de l'élégie, que la passion évoquée à propos de Lincée est moins Cynthie que la poésie élégiaque. Cynthie étant, dans le recueil de Properce, à la fois une femme et un texte femme. Que Lincée, vieux et formé à la philosophie, cède à l'élégie à un âge où il ne devrait pas l'accueillir, dénote le triomphe du genre élégiaque sur tous les autres genres poétiques, et donc le renversement de la hiérarchie entre les grands genres et l'élégie. Il n'en reste pas moins que les poètes élégiaques latins ne sont jamais devenus vieux. Gallus, Tibulle, Properce sont morts jeunes. Ovide va donc être le premier à affronter cette interrogation esthétique et existentielle. Un homme vieillissant peut-il encore écrire des élégies? Et de quel type?
et le désastre de l'exil va imposer à cette question l'urgence d'une réponse. Comme Properce, Ovide avait autrefois imaginé de vieillir en poète amant. C'est le texte 10, emprunté aux Amours, qui est le premier recueil d'Ovide. Moi, puissais-je avoir le bonheur de décliner dans les exercices de Vénus, et lorsque viendra la mort, de sentir mes membres se glacer au milieu même de l'acte d'amour, qu'à mes funérailles on puisse dire en pleurant, ta mort n'a pas démenti ta vie. Dans cet extrait, Ovide exprime une règle de l'écriture, la convenance sous la forme d'une convenance de soi à soi, autrement dit, d'une constance dans le choix d'un mode de vie qui est le miroir conventionnel d'un choix générique et littéraire. Dans Les Amours toujours, texte 11, Ovide récitait son credo élégiaque sous la forme d'un tableau opposant les genres de vie et les devoirs de chaque âge. Tout amant est soldat, et Cupidon a son camp. Atticus, crois-moi, tout amant est soldat. L'âge propre à la guerre est celui aussi qui convient à l'amour. Honte aux vieux soldats, honte aux vieillards amoureux. Dans ce passage, Ovide enrichit le topos élégiaque de la militia amoris d'un autre trait qui rapproche l'amant et le soldat. S'ils sont tous deux dévoués à un désir, la gloire chez le soldat, la cupido chez le poète amant élégiaque, ils sont soumis à une même loi naturelle. Il est un âge auquel il leur faudra renoncer à leurs activités. Ovide s'appuie ici sur l'impératif de convenance, comme le marque le verbe convenit, et même sur une morale marquée par les deux adjectifs de tourpé, par l'adjectif tourpé, qui s'oppose à l'idéal d'honestou. Il fait ici référence au décorum, qui s'attache aux circonstances et plus particulièrement à l'âge. Or, le décorum est un principe éthique, régulateur des comportements dans la société romaine, et également un principe rhétorique, comme le confirme l'orateur. C'est peut-être mon téléphone que j'ai oublié d'éteindre, pardon. Bon, c'est le texte 12 emprunté à l'orateur que sans doute vous connaissez. Dans le discours comme dans la vie n'est rien de plus difficile que de voir ce qui convient. Ce talent, les Grecs l'appellent prépone, nous l'appellerons décorum. Dans l'extrait des Amours, le jugement négatif exprimé par l'emploi du terme tourpé ne s'exerce pas pour une fois contre le jeune homme qui préfère aimer plutôt que défendre sa patrie, mais contre le vieillard qui prendrait les armes à contre-temps et en opposition au principe de convenance des âges. Cette idée est parfaitement en conformité avec la représentation codifiée de la vieillesse que l'on trouve rappelée, par exemple, chez Cicéron dans le De Senectute. L'avertissement à la fin du De Senectute, la vieillesse ne doit en aucun cas céder à l'intempérance des passions, augure mal de la reprise du modèle de l'élégie érotique à l'âge de la vieillesse. Le modèle cicéronien conduit Ovide à renoncer à la cupido qui marque l'élégie de jeunesse. Une inspiration éthique interdit en effet qu'on entonne des plaintes amoureuses à l'âge de Nason. Cependant, l'exilé montre une certaine constance envers lui-même en retrouvant le principe du désir à qui il impose, nous allons voir, certaines évolutions. Il y a en effet une véritable dialectique entre la constance et le mouvement chez Ovide, comme l'indique, c'est l'objet du texte 13, le discours de Pythagore, le vieillard samien, dans le 15e livre des Métamorphoses.
Avec l'âge et le temps qui passe, les corps évoluent et se transforment. Si l'apparence change, c'est là le principe fondateur des métamorphoses, il est un élément de l'identité qui échappe à cette loi de la mutabilité universelle, c'est l'esprit, qui demeure et persiste au travers des formes périssables, texte 13. Tout change, rien ne périt, le souffle et non pas le soufflet, vital circule, il va de ci, de là, et il prend possession à son gré des créatures les plus différentes. Des corps des bêtes, il passe dans celui des hommes, d'une autre dans celui des bêtes, mais il ne meurt jamais. La cire malléable qui reçoit du sculpteur de nouvelles empreintes, qui ne reste point telle qu'elle était et change sans cesse de forme, est toujours bien la même cire. Ainsi l'âme, je vous le dis, est toujours elle-même, quoiqu'elle évolue dans des figures diverses. La métaphore de la cire, Ovide l'emploie à plusieurs reprises dans ses élégies d'exil. Ainsi, dans une de ses cantiques, il se compare à une cire trop approchée du feu, donc liquide et malléable. Ce sont les larmes que font couler sa vieillesse et son exil qui vont changer sa forme et celle de son genre, sans que son âme, à savoir le désir, n'en disparaisse totalement. Aussi, est-ce avec un étonnement fin qu'Ovide pointe plusieurs fois l'attirance irrésistible en lui pour la muse élégiaque, qui a causé sa perte, mais qui demeure la mieux apte à exprimer la permanence de son identité profonde. C'est le texte 14. L'homme que j'ai été, non, je ne l'ai pas reproduit, pardon. Pourquoi rechercher ces muses naguère punies qui firent mon cri? L'ambiguïté élégiaque demeure donc, même au cœur d'une inspiration contrainte par les circonstances. Et le poète va réintroduire dans l'élégie d'exil la notion de désir, principe premier de l'écriture élégiaque. Mais il ne s'agira plus du désir érotique, impossible à y envisager dans la double situation d'exclusion et de vieillissement, mais l'ultime avatar de ce désir, le désir de retrouver ce qu'il a laissé derrière lui, son passé, sa terre, ses affections, ses amis, sa poésie passée. C'est tout l'enjeu de l'élégie 10 du livre 4 qu'on qualifie toujours d'élégie autobiographique, c'est le texte 14, et qui commence par ces mots. L'homme que j'ai été, ce baladin de l'érotisme que tu lis, postérité, apprends à le connaître. Ma patrie est Sulmone, aux multiples sources fraîches. Ovide traduit dans cette longue élégie 10 l'expérience de la transformation de son désir en désir propre à la vieillesse, qu'on pourrait qualifier de nostalgie, retrouver un temps et un espace perdu. Dans la poésie d'exil, c'est donc la mémoire qui va remplir la fonction d'arrêter l'écoulement du temps. Elle permet au poète d'oublier le présent en le replongeant à volonté dans un passé dont il a été brutalement séparé. Et si l'exil encourage ce repli dans le passé et la mémoire, l'âge du poète n'y est pas non plus indifférent. Rappelons-nous le portrait des vieillards que propose Aristote et qui note que les vieillards ont une propension à vivre dans leurs souvenirs. Les vieillards vivent par le souvenir, c'est dans la rhétorique, plus que par l'espérance. Ce qui leur reste à vivre est court, le passé est long. Or, l'espoir embrasse l'avenir, le souvenir le passé. Cette même cause les rend bavards. Ils parlent sans cesse de ce qui leur est arrivé, car ils ont plaisir à se ressouvenir. J'en viens au troisième point, au cœur de mon exposé, vieillesse et écriture en exil, l'invention de l'élégie éthique. Dans les tristes et les cantiques, Ovide a deux objets de regret. Il déplore de n'être pas mort plus jeune, comme ses prédécesseurs, ce qui lui aurait épargné l'humiliation de l'exil et d'une vieillesse en exil, et il regrette ensuite
de ne pas avoir pu vivre une vieillesse en adéquation avec son existence. C'est l'objet de l'élégie 4-8, texte 15 des Tristes, où, par rapport à l'élégie 2-10 des Amours, où il souhaitait vieillir en amant, Ovide atténue ici la présentation érotique. C'est maintenant que, ayant mis un terme à mes travaux, je devrais vivre sans être tourmenté par la crainte, goûter les loisirs qui ont toujours charmé mon esprit, me laisser aller mollement à mes goûts, vivre dans ma petite maison auprès de mes vieux pénates et dans les champs paternels maintenant privés de leur maître, et vieillir sur le sein de ma bien-aimée, au milieu de mes amis, en sûreté dans ma patrie. Ainsi avais-je espéré jadis terminer ma vie, ainsi me croyais-je digne de finir mes heures. Ce que nous trouvons dans ces vers, c'est l'exposé par Ovide d'un modèle d'élégie de vieillesse. Représentation idéalisée, où le poète de Sulmone insiste sur la piété de cette existence vieillissante, passée auprès des dieux pénates, dans la patrie, en compagnie d'une épouse et de ses amis. Surtout, le poète s'imagine vivant sans crainte et absorbé par les études qui l'ont toujours charmé, c'est-à-dire par l'écriture élégiaque. Il précise même plus loin, après s'être comparé, et le plus loin c'est le texte 16, aux vieux navires, aux vieux cheval et aux vieux soldats, à quelles occupations il aurait voué sa vieillesse. Ainsi donc, alors que la vieillesse ralentissait et diminuait mes forces, le moment était venu désormais de m'octroyer mon congé. C'était l'heure non de respirer un air étranger ni d'étancher ma soif à une source jette, mais tantôt de me retirer dans les jardins solitaires que je possédais, tantôt de jouir au contraire de la vue de la foule et de Rome. Ainsi jadis, quand mon esprit ne devinait pas l'avenir, je souhaitais pouvoir vivre une vieillesse paisible. Ovide n'aurait certainement pas renoncé au genre élégiaque, mais il l'aurait adapté aux principes cicéroniens qui doivent gouverner la vieillesse. Pour incarner ce programme, Ovide a inventé un personnage, sorte de miroir féminin de lui-même. Je veux parler de cette jeune femme qui apparaît dans l'élégie 7 du livre 3 des Tristes, texte 17, nommée Périlla, sa disciple en poésie, à laquelle Nason s'adresse dans la fiction de cet livre. Le nom de Périlla est un pseudonyme. Il évoque une maîtresse élégiaque, mais pourrait être aussi un double féminin du poète. En effet, Ovide se compare plusieurs fois à Périllos, et ce, dès l'art d'aimer, puis dans les Tristes. Périllos d'Athènes était un architecte, victime de son talent, puisque le tyran de Sicile, Phalaris, le fit brûler dans le taureau d'airain qu'il avait lui-même imaginé pour les plaisirs barbares du tyran. Dans sa lettre à Périlla, Ovide évoque la peur que le châtiment qu'il a subi aurait pu inspirer à la jeune femme. Elle pourrait avoir renoncé à écrire. Ce sont les vers 21 et 22. Sed verior letitia nunc fortuna retardet, postque meros casuscit, tibi pectus iners. Mais je crains qu'aujourd'hui, mon sort ne te paralyse et que tu n'aies plus le cœur à l'ouvrage après mes malheurs. La jeune femme, par certains aspects, rappelle la poéla élégiaque traditionnelle, comme dans ce passage, les vers 33 à 38, donc c'est le dernier paragraphe en latin, où le poète l'avertit que le passage du temps détruira sa beauté. Mais je crains que ce beau visage, subira l'outrage des ans. Ton front vieilli aura les rides de la sénescence,
la vieillesse ravageuse qui s'avance sans faire de bruit mettra la main sur ta beauté. On retrouve ici la satire traditionnelle en élégie des beautés ruinées accrochées au reflet de leur jeunesse. Mais l'emploi dans le texte latin des termes comme vitiabitur, qui est au premier vers du dernier paragraphe, ou decens, donnent au portrait un sens rhétorique qui nous invite à reconnaître en Périlla moins une femme qu'un discours. La source de ces vers se trouve d'ailleurs dans le texte 18 que j'ai emprunté au Medicamena Facili. Que votre premier soin, jeune fille, soit de veiller sur votre caractère. Les qualités de l'âme ajoutent des attraits au visage. L'attachement qu'éveille un caractère est sûr. La beauté sera ravagée par l'âge et des rides sillonneront votre visage séduisant. Un temps viendra où vous regretterez de vous regarder dans votre miroir et ces regrets feront naître de nouvelles gloires. La droiture suffit, dure toute la vie, si longue soit-elle, et entretient avec un thé l'amour autant qu'elle-même subsiste. Ce sont les qualités morales qui sont le rempart contre la vieillesse et ses effets. Or, la jeune Périlla possède précisément ces qualités, seuls antidotes à la fuite de la beauté. Ce sont les vers 13-16 que vous avez juste après la parenthèse 5-10. Car la nature, mais aussi le sort, t'ont donné des mœurs vertueuses, des dons rares et du talent. C'est moi qui, le premier, les conduis jusqu'aux eaux du Pégase pour que cette veine féconde ne se tarisse pas. Dans ce portrait de Périlla, en poétesse, Ovide prend soin d'évoquer ces mores pudicos que vous avez au milieu de l'extrait. Pourquoi? Ce sont les mores qui pourront agréer à Auguste et le convaincre de la moralité de l'art poétique d'Ovide. Périlla peut dès lors nous apparaître comme le symbole ou l'incarnation de la nouvelle élégie des tristes, produit de l'exil et de la vieillesse. Elle est, en effet, fille d'une douce mère. C'est le vers 3 au début de l'extrait de la Triste, où il est dit que le livre la trouvera auprès de sa douce Dulci, matrée, de sa douce mère. Et l'adjectif dulcis est dans l'élégie un adjectif marqueur de l'élégie érotique. Elle fut ensuite conduite à la source des muses par Nason lui-même, qui inventa, forma et corrigea cette lyrique. C'est pourquoi, désormais, elle doit continuer à composer comme lui-même. Toi aussi, et toi, dis-moi, tiens-tu encore à notre passion commune? Composes-tu des vers savants qui n'imitent pas ceux de tes pères? Ces vers précèdent exactement le portrait des qualités morales de Périlla. Si Périlla peut continuer à composer les élégies dont elle partage l'art avec Nason, c'est parce que ces poèmes s'écartent du modèle traditionnel du genre. Elle n'imite pas l'art de ses pères. En effet, ces élégies sont dotées de mœurs chastes, ce qui les préservera du sort qu'a connu Ovide. Cesse de craindre, Périlla, pourvu seulement que ni femme ni homme n'apprennent à aimer dans tes écrits. Les deux recueils des Tristes et des Pontiques consomment donc la rupture du poète avec une terre, avec un âge, avec une muse et avec un genre, l'élégie érotique. Dans l'entreprise de reconstruction de son inspiration poétique, les deux circonstances concomitantes de la vieillesse et de la relégation ont déterminé l'avènement d'une nouvelle esthétique
qui naît sur l'inspiration de la précédente. Loin de disparaître, la mort et le désir sont profondément renouvelés dans une perspective éthique qui nous semble avoir été profondément accordée et marquée par l'expérience du vieillissement. Les élégies d'exil rappellent de loin en loin l'existence des élégies érotiques qui chantaient dans les amours notamment la mort du Puella et dans les traités didactiques la Cupido, le désir sensuel. L'écriture élégiaque de l'exil détisse et retisse à partir des mêmes fils un nouveau poème et une nouvelle esthétique. Ainsi, Nason nous apparaît semblable à l'Arachné des Métamorphoses, qui par désir de gloire courut à sa perte et fut frappé par Pallas en raison de la supériorité de son ouvrage sur celui de la déesse, condamné désormais à retisser éternellement son fil. Mais le poète est aussi Pallas, déguisé en vieille femme dans les Métamorphoses, qui tente d'inciter la jeune insensée à la prudence en lui rappelant les châtiments que les dieux réservent aux mortels trop audacieux. La poésie d'exil refonde entièrement la conception du décorum qui prévalait dans les élégies érotiques. Elle se charge d'un contenu éthique qui semble destiné à la moraliser pour la rendre moins licencieuse. En vieillissant avec le poète, l'élégie a converti sa levitas juvénile en gravitas de l'âge, mais cette conversion est aussi une des manières d'Ovide d'exprimer les contraintes que le pouvoir politique d'Auguste a fait peser sur sa libertas poétique. Mais c'est là un autre sujet.